Ce soir, dans E = M6, découvrez les super pouvoirs des incroyables talents. Connaissez-vous Théo Dari, dit Laserman? Il crée la magie avec de simples rayons laser. Mais comment fonctionne cette lumière? Savez-vous que la chaleur d'un laser peut découper du métal en une fraction de seconde? Mais comment? Comment Madonna peut-elle apparaître sur scène sans se déplacer de chez elle, grâce aux nouveaux hologrammes? Comment créer un Mac Lesguy plus vrai que nature par de simples trucages? Vous saurez tout. Ina, alias la femme toupie, porte bien son nom. Assise sur un disque en métal, elle parvient à tourner sur elle-même à la vitesse de 200 tours par minute, 3 heures sans s'arrêter. Mais qu'a-t-elle de commun avec une toupie jouet? Comment son corps supporte-t-il un tel bouleversement? Quels mouvements lui permettent de changer de vitesse? Comment fait-elle pour ne pas perdre l'équilibre? Des scientifiques se penchent sur son cas. Michel et Denise sont des hommes surpuissants. Mais c'est surtout avec leur mâchoire qu'ils réalisent des tours de force. Michel est capable de déchiqueter 10 jeux de cartes avec ses dents en seulement 17 secondes. Et Denise tire un camion à la seule force de ses mâchoires. Comment font-ils? Savez-vous que chacun d'entre nous devrait en être capable? Des scientifiques nous expliquent pourquoi. Bonsoir, ils peuvent déchirer un jeu de cartes entier avec leurs dents, tourner sur eux-mêmes plusieurs minutes sans perdre l'équilibre, jouer avec des rayons laser, comme si ceux-ci étaient vivants. Ces femmes et ces hommes au talent incroyable nous stupéfient. Ont-ils quelque chose de plus que nous? Vous allez voir que derrière chacun de leurs exploits, il y a en fait une explication scientifique et rationnelle. C'est ce que nous allons découvrir ce soir dans E = M6. Théo Dari est un illusionniste pas comme les autres. Des rayons laser semblent jaillir de ses mains et obéir à sa volonté pour former un étrange balai de lumière. Comment y parvient-il? Pour le savoir, il faut comprendre ce qu'est un laser, cette extraordinaire lumière mise au point en 1960 et qui permet de réaliser des effets spectaculaires. Reportage de Julie Domé. Théo Dari, surnommé Laserman, réalise d'incroyables chorégraphies avec des lasers. Pour mieux comprendre son art, E = M6 a décidé de s'intéresser à cet outil qu'est le laser. Comment fonctionne-t-il? Quelles sont ses différentes utilisations? Comment permet-il de créer des hologrammes? Et savez-vous qu'il est aujourd'hui possible de reproduire le même effet en un tour de main? Démonstration avec des scientifiques. Je commence mon enquête au Palais de la Découverte. J'ai rendez-vous avec Camille Fadel, physicien. Il va me montrer les capacités étonnantes du laser. Cette lumière laser, c'est magique, hein? Alors magique, on va dire, elle est plutôt extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière est émise par les atomes. Dans une lumière ordinaire, chaque atome émet sa lumière indépendamment des atomes voisins. Et dans une lampe classique, la lumière blanche est en réalité obtenue par l'addition de plusieurs lumières, dont une rouge, une verte et une bleue. On le constate en observant un arc-en-ciel. La superposition de ces différentes lumières donne une lumière blanche qui diffuse dans toutes les directions. Alors que dans un laser, tous les atomes émettent leur lumière ensemble. En effet, dans la lumière laser, tous les atomes sont identiques et émettent sur la même longueur d'onde. On appelle ce phénomène la lumière cohérente. C'est ce qui donne le faisceau très précis et très intense du laser. Cette lumière, elle peut aller jusqu'où? À quelle distance? Eh ben, ça dépend de sa puissance. Mais il y a des lasers extrêmement puissants qui peuvent faire en sorte que la lumière atteigne la Lune, 400 000 km. Et on mesure même la distance Terre-Lune de cette manière, puisque les Américains ont déposé sur la Lune des miroirs. Et aujourd'hui, on envoie un faisceau laser vers la Lune, ça frappe les miroirs, ça revient, et le temps d'aller-retour permet de mesurer la distance Terre-Lune à 1 cm près. Vous le voyez, la lumière verte du laser est toujours visible lorsqu'elle rencontre un obstacle. En revanche, le faisceau, lui, s'il ne rencontre pas d'obstacle, est presque invisible dans l'air. Mais regardez. Ah, voilà. Ah oui, donc il faut bien qu'il y ait des obstacles qui arrêtent le pinceau lumineux pour que celui-ci devienne visible. Voilà, il faut qu'en fait, il y ait des particules qui renvoient le faisceau sur les côtés. Et évidemment, un obstacle, comme ma main par exemple, va arrêter le rayon. En fait, on peut donner l'impression comme ça qu'on augmente à volonté le rayon du laser alors qu'on fait juste que couper le faisceau. Tout à fait. C'est notamment cet effet que Théo Dari utilise pour manipuler ses lasers pendant son spectacle. Et c'est aussi pour que l'on voit le faisceau du laser qu'il y a de la fumée sur scène.
Et est-ce que cette lumière laser suit les lois de l'optique classique comme la lumière traditionnelle? Oui, c'est-à-dire que ça peut se réfléchir. Ça, Par exemple, avec un petit miroir comme ça, ah oui, je vais dévier le rayon. La puissance du laser est aujourd'hui utilisée dans beaucoup de domaines, dans l'industrie pour découper le métal, en médecine pour soigner les yeux, en dermatologie pour l'épilation définitive. Tout ceci est possible car si le faisceau laser concentre la lumière, il concentre aussi la chaleur. C'est pourquoi il est très dangereux de jouer avec un laser, comme vont le démontrer ces expériences. Il suffit de pointer le laser sur le ballon au même endroit, suffisamment longtemps, et la chaleur apportée par la lumière fait éclater le ballon. Ah oui, parce que comme c'est un pinceau qui est extrêmement fin, et que la lumière, comme toujours, c'est de la chaleur, donc là, on apporte une source de chaleur. Découvrons maintenant la puissance extraordinaire d'un laser industriel. Alors donc ce laser est beaucoup plus puissant. On va voir le pinceau qui sort ici. Le pinceau va sortir, mais on ne le verra pas parce que c'est de l'infrarouge. Et nos yeux ne voient pas l'infrarouge. Contrairement à ce que l'on pense, l'infrarouge n'est pas une lumière de couleur rouge. C'est une lumière invisible à l'œil nu, mais qui transporte beaucoup de chaleur. Face au laser infrarouge, cette planche va s'enflammer instantanément. Alors, si je me rapproche, voilà, par exemple ici. C'est instantané. Plus impressionnant encore, le faisceau coupe en deux cette canette de métal en quelques secondes. Ah oui, on voit que le faisceau étant extrêmement concentré, on a une découpe tout à fait précise. Voilà. En quelques secondes, on voit la puissance du laser. Effectivement, c'est chaud, ça chauffe. Le laser permet aussi de réaliser des hologrammes, c'est-à-dire des images en relief, comme ici. Mais elle est onéreuse, notamment pour des hologrammes de grande dimension. Aussi, l'image du rappeur Tupac ou celle de Madonna, recréée pour des concerts, fait appel à une technique plus simple. C'est aussi le cas sur ces images. Regardez ce mannequin, on a l'impression qu'il se promène au milieu de la pièce. Pour mieux comprendre le secret de cette prouesse technique, rendez-vous avec Stanislas Mercier. Alors ça marche comme au cinéma, c'est-à-dire qu'on projette en fait l'image, mais sur un support totalement invisible. Et c'est ça qui va vous donner l'idée d'hologramme. Le support, on ne le voit pas, et donc évidemment l'image, elle apparaît dans l'air. Pour cette animation, un insecte virtuel va voler en 3 dimensions. Il sera comme suspendu dans les airs. Pour cela, son image est projetée depuis un écran placé au-dessus de la scène. Et elle se reflète sur une vitre positionnée à 45 degrés sur un décor réel, comme cette bouteille et ce verre. L'illusion est parfaite. Et regardez cette expérience encore plus étonnante. J'ai demandé à Stanislas de me faire rentrer dans son illusion. On a une image qui est filmée sur un fond vert, on retire le fond vert et on obtient Mac Lesguy sur un fond uni transparent. Ensuite, quelques effets spéciaux sont ajoutés grâce à un logiciel de 3D. Et c'est cette vidéo qui sera projetée sur une vitre devant un décor réel, donnant une illusion de relief. Une technologie étonnante qui évolue de jour en jour. Demain, vous pourrez observer ces illusions d'optique dans des vitrines, des lieux publics et peut-être même chez vous. Aujourd'hui, une salle d'immersion, ça coûte très très cher. Mais dans quelques années, ça sera peut-être un petit appareil qu'on mettra au milieu de la pièce et qui vous permettra d'avoir une immersion totale, c'est-à-dire que vous vous mettez dans votre salon et tout d'un coup, vous êtes au bord de la plage. Grâce à cette technique, voici peut-être une nouvelle façon de regarder E=M6. Faites 3 tours sur vous-même et vous allez avoir du mal à garder l'équilibre. Alors comment Ina, la femme toupie, parvient-elle à tourner pendant plusieurs minutes à une vitesse fantastique et à se remettre debout comme si de rien n'était? Comment d'ailleurs parvient-elle d'un seul élan à tourner aussi longtemps et sans tomber? Quels mouvements lui permettent-ils de changer de vitesse? Décryptage de cette performance incroyable avec des scientifiques. C'est un reportage d'Audrey Martinez et Fanny Rodenas. Tourner à toute allure à la manière d'une toupie, vous pensez que c'est impossible pour un humain. C'est pourtant l'étonnante performance que réalise Ina Zobenko, que vous avez peut-être vue dans l'émission « La France a un incroyable talent ». Son surnom, la femme toupie. Ça va très vite. Ah là là, ça va faire mal à la tête. Elle est capable de tourner à 200 tours par minute, 3 heures d'affilée, sans jamais tomber. Mais comment fait-elle? Quels sont les secrets de son équilibre hors du commun? Comment contrôle-t-elle sa vitesse? Enquête.
Quel est le point commun entre Ina Zobenko et une toupie? Tout comme ce petit jouet en rotation au bout d'une pointe, Ina a beau tourner sur elle-même en équilibre sur un disque en métal, elle ne tombe pas. Avant de percer le secret de notre femme toupie, essayons de comprendre comment une toupie classique tient en équilibre. Retour au Palais de la Découverte, où Robin, 10 ans, grand amateur de toupies, retrouve Camille Fadel, notre scientifique. Pour sa démonstration, notre expert prend une roue de vélo avec 2 poignées et va la faire tourner comme une toupie. On va regarder ça maintenant ici, au niveau de cette roue qui est lourde, qui va jouer le rôle de notre toupie. Donc ça, c'est l'axe de la toupie, hein, on va dire. Si elle ne tourne pas, je lâche, bah, elle tombe. Maintenant, on va faire la même chose pendant que la roue tourne. Et je te donne, tu poses, voilà, lâche, voilà. La gravité tire vers le bas, mais au lieu que ça aille en bas, ça va sur le côté. Donc en fait, la toupie, quand elle tourne, elle résiste un peu à la gravité. C'est tout à fait ça, ça résiste à la chute, oui. La gravité, c'est l'attraction qui nous attire vers le sol. Mais lorsque la toupie tourne, elle obéit à un phénomène qui annule l'effet de la gravité, c'est l'effet gyroscopique. Écoutez bien, vous allez tout comprendre. Si la roue ne tourne pas, supposons, imaginez par la pensée ici un point, ce point-là. Si je penche un petit peu l'ensemble, ça va tomber, ça veut dire que ce point-là va descendre. Mais si la roue est en train de tourner, ce point pendant qu'il descend, il voyage, puisque la roue est en train de tourner. Du coup, il descend ici, mais une fraction de seconde plus tard, ce même point, il est arrivé ici. Donc c'est ce côté-là qui descend. Une fraction de seconde plus tard, il est ici. Donc c'est ce côté-là qui descend. Du coup, on voit ce mouvement de chute, en fait, en quelque sorte. Mais il ne sait pas de quel côté tomber. En clair, plus la toupie tourne vite, plus l'effet gyroscopique est important. La toupie résiste donc longtemps à la gravité avant d'être attirée vers le sol. En plus, si la toupie peut tenir si longtemps en rotation, c'est grâce à sa pointe très fine, qui lui permet de minimiser les frottements sur le sol et ainsi d'être ralentie. D'ailleurs, regardez bien, la femme toupie a sa petite astuce. Pendant son numéro, elle est installée sur un disque. Mais à quoi peut-il bien lui servir ? Selon nos experts, ce disque serait composé d'un plateau fixe et d'un plateau mobile, avec une pointe au centre pour éviter la perte de vitesse. Ces 2 disques superposés seraient reliés grâce à un système de roulement à billes qui aiderait Ina à se stabiliser. Ainsi, avec une bonne impulsion de départ, elle peut tenir longtemps en rotation sans tomber. Mais alors, Ina Zobenko est-elle une véritable toupie humaine ? Elle est sur un disque qui repose sur une pointe, donc le disque forme une toupie, elle est dessus. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que généralement, une toupie ne se déforme pas pendant qu'elle tourne. Or, il me semble qu'elle écarte les bras, elle planche la tête, etc. On peut dire que c'est une toupie déformable, en quelque sorte. Une toupie déformable, certes, mais Ina reste tout de même un être humain. Et lorsqu'on tourne pendant plusieurs minutes, nous avons tous la sensation désagréable de tournis. Alors, comment Ina fait-elle pour ne pas en souffrir ? C'est grâce à son oreille interne, comme nous l'explique Sylvie Imbogéniès, spécialiste des troubles de l'équilibre. Donc cet appareil d'équilibre est constitué de 2 parties. Les 3 canaux que nous voyons ici qui nous informent des mouvements de rotation de la tête dans différents plans de l'espace. Lorsque l'on tourne, ces petits canaux situés dans notre oreille s'activent et envoient les messages de rotation à notre cerveau. Mais vous l'aurez sûrement remarqué, quand on monte dans un manège qui tourne, nous avons surtout la tête qui tourne au début et à la fin de l'attraction. C'est parce que la sensation de tournis dépend surtout des changements de vitesse. Quand on tourne sur nous-mêmes dans un plan horizontal, on va stimuler le canal horizontal qui est ici, qui est sensible aux accélérations et aux décélérations. C'est-à-dire qu'au départ, quand on va tourner, on va sentir que ça tourne. Et puis, dès qu'on va tourner de façon régulière, ce canal ne sera plus stimulé, on ne sentira plus la stimulation. Et quand on arrête de tourner, alors là, on sent la décélération. Et là, on ressent que ça tourne. Il y a quelques mois, Mac Lesguy a voulu tester sa résistance au tournis à l'Agence spatiale européenne. Il est resté assis sur un siège tournant à vitesse constante jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il n'avait tenu alors que 2 minutes. Oui, là je veux bien qu'on arrête, effectivement. Stop, Martin. Stop. Et regardez ses yeux. Alors qu'il a cessé de tourner, il continue à avoir le réflexe de rotation, car son cerveau a besoin de quelques minutes pour comprendre qu'il ne tourne plus. C'est ce qui explique que l'on tombe si l'on se relève trop vite. Pourtant, la femme toupie, elle peut tourner pendant 3 heures et se relever immédiatement. Mais alors, a-t-elle une meilleure oreille interne que Mac Lesguy ? La femme toupie, ou tout patineur, n'a pas une meilleure oreille que nous. La seule chose, c'est qu'elle est entraînée.
Et donc, elle joue avec cet entraînement, ce on vient d'expliquer, ce qui lui permet de réaliser beaucoup plus facilement quelque chose qui, pour nous qui ne sommes pas entraînés, serait compliqué. En fait, si la femme toupie ne ressent pas de vertige ou de tournis, c'est parce que son cerveau, habitué depuis plusieurs années à ce type d'exercice, réagit et s'adapte très vite aux rotations rapides de son corps. Mais alors, quelle est l'astuce d'Ina pour ne pas tomber en se relevant? Là, comment fait-elle pour corriger? Elle fixe. Elle doit fixer énormément avec sa vision. Vous pouvez d'ailleurs le faire à la maison. Essayez de tourner sur vous-même. Dès que vous vous arrêtez, fixez un point. Vous verrez que vous ne perdrez pas l'équilibre. Comme une toupie, Ina Zobenko arrive à tourner à une vitesse vertigineuse jusqu'à 200 tours minute. Comment fait-elle pour accélérer? Regardez bien. Tout comme les patineurs artistiques, la femme toupie s'aide de ses bras. Pour mieux comprendre, nous avons demandé à Thibaut Schuffenker, patineur, de nous expliquer ce phénomène. Si on garde les membres écartés et la jambe ici, ça ne s'accélère pas. Si on rapproche, ça s'accélère. Et dès qu'on réouvre, hop, ça va tout de suite ralentir aussi. Lorsque Thibaut écarte ou resserre les bras, il modifie sa vitesse de rotation, qui dépend de la forme de son corps. C'est ce que les physiciens appellent son moment d'inertie. Le moment d'inertie représente la résistance d'un objet qui tourne par rapport à son axe. Quand on écarte les bras, le moment d'inertie du corps augmente et notre vitesse diminue. Quand on les resserre, notre moment d'inertie diminue et notre vitesse augmente. C'est ce phénomène que vous pouvez constater chez vous sur un fauteuil de bureau rotatif, par exemple. Une fois lancé, si vous écartez les bras, vous ralentirez, et si vous les gardez près du corps, vous accélérerez. Étonnant, non? C'est grâce à cette astuce qu'Ina Zobenko arrive à atteindre une telle vitesse. Vous connaissez maintenant tous les secrets scientifiques qui expliquent les performances spectaculaires de la femme toupie. E=M6, les secrets des super pouvoirs de ces talents hors du commun révélés par la science dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Michel et Denis sont des hommes surpuissants, mais c'est surtout avec leur mâchoire qu'ils réalisent des tours de force. Michel est capable de déchiqueter 10 jeux de cartes avec ses dents en seulement 17 secondes. Et Denis tire un camion à la seule force de ses mâchoires. Comment font-ils? Savez-vous que chacun d'entre nous devrait en être capable? Des scientifiques nous expliquent pourquoi. L'homme que vous allez découvrir maintenant est extraordinaire. Il peut tordre des barres de fer par la seule force de ses bras, mais surtout, il mord et déchiquette des jeux de cartes entiers. Comment parvient-il à réaliser ces exploits inaccessibles au commun des mortels? Vous allez notamment découvrir qu'il utilise à fond les ressources de muscles ultra puissants, mais très sous-employés, que nous possédons tous, les masséters. Reportage de Caroline Loher. Mike le Destroyer est un Canadien de 54 ans. De son vrai nom Michel Roy, il est capable de plier des poils ou d'écraser des pommes en quelques secondes. Et voici Denis Ilchenko, 28 ans. La force de cet homme de 2 mètres semble elle aussi surhumaine. Hello, je suis Denis. Je suis l'homme le plus fort du monde. Mais ce que ces deux hommes ont en commun, c'est surtout une mâchoire d'une puissance extraordinaire. Alors que le premier est capable de déchiqueter 10 jeux de cartes en 17 secondes, le second, lui, peut tordre une barre de fer et même tracter une voiture avec sa bouche. Impressionnant. Ça donne des frissons même. Mais c'est exceptionnel. Ah oui, c'est exceptionnel. Les enfants sont éblouis parce que c'est énorme. Des performances hors du commun qui laissent sans voix. Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce que ces deux hommes ont de plus que nous? Enquête. La force des mâchoires de Mike et Denis est surréaliste. Mais si elle paraît hors norme aujourd'hui, il y a 3 millions d'années, nos deux athlètes n'auraient impressionné personne. Car une telle puissance était monnaie courante. Explication avec le docteur Cocolle, médecin nutritionniste. Mike et Denis ont un appareil musculaire qui est extrêmement développé et qui les renvoie plutôt aux australopithèques. Les australopithèques, en fait, avaient des muscles temporomandibulaires qui étaient très développés. Donc ces muscles qui permettent tout simplement l'articulé dentaire. Donc vous voyez, d'ouvrir et surtout de fermer. Notre appareil masticateur est constitué de muscles élévateurs, les masséters. Des muscles qui se contractent pour fermer la bouche. Et des muscles abaisseurs qui vont tirer la mâchoire inférieure vers le bas et permettre d'ouvrir la bouche. Mais comment expliquer que ces muscles aient été plus performants à l'époque de nos ancêtres qu'à la nôtre? Vous n'aviez pas de pâte à tartiner, il n'y avait pas des jus de fruits. Donc tout ce qu'on trouvait, c'était par terre. Donc vous aviez
soit de la viande que vous disputiez avec les animaux sauvages. Donc c'était une viande coriace qui n'était pas préparée, donc avec des nerfs, des choses comme ça, qui étaient très dures, donc une viande crue. Vous aviez des racines, donc ils passaient leur temps à mastiquer. Et ça, il fallait des muscles extrêmement développés. Notre alimentation a beaucoup évolué depuis la préhistoire. La découverte du feu a permis de transformer des aliments crus qui nécessitaient une mastication longue et difficile à des aliments cuits, plus tendres et faciles à mâcher. Aujourd'hui, nos habitudes alimentaires ont encore évolué. Nous mangeons mou, viande hachée, purée et compote, une nourriture qui met nos muscles au chômage technique et qui n'est pas sans influence sur notre squelette. Le fait de ne plus mastiquer, ça réduit notre surface osseuse, ça réduit nos os, ça réduit nos muscles. Donc tout ce qui est masséter, tout ce qui est muscle temporal va diminuer. Comme n'importe quel muscle, ceux de la mâchoire ont besoin d'être entraînés pour être performants. S'ils restent inactifs, les courbatures vont s'installer au moindre effort. C'est ce qui explique les douleurs qu'on a déjà tous ressenties au niveau des joues après avoir déjeuné d'un simple sandwich. Si l'alimentation explique bien la différence de puissance musculaire entre les hommes préhistoriques et nous, pour comprendre les incroyables performances de nos talents, il faut aller plus loin. Nous avons demandé à des volontaires de relever les mêmes défis. D'abord, seriez-vous capable de déchirer un jeu de cartes avec les dents? C'est un peu difficile, ouais. Impossible. Et pourriez-vous tracter un véhicule avec les dents? Impossible non plus. Alors que pour notre surhomme, c'est un jeu d'enfant. Regardez, Vincent, notre volontaire, ne parvient pas à bouger le camion d'1 centimètre, alors que Denis semble tirer un jouet. On sent des muscles de la mâchoire j'en ai trouvé là. Il y en a que je ne connaissais pas. Et si l'on essaie avec une voiture d'1 tonne, soit 4 fois moins lourde que le semi-remorque, le résultat est le même. Mais comment expliquer une telle différence entre les deux hommes? Réponse avec le professeur Jean Azrad, chef du service d'odontologie à la Pitié-Salpêtrière. L'haltérophile est capable de soulever des charges très très importantes et de la même manière, en serrant sur les dents, on est capable, avec de l'entraînement, de développer des forces extrêmement importantes. Et en effet, contrairement à notre volontaire, Denis s'entraîne chaque jour depuis son adolescence. J'ai commencé par tirer des objets légers, puis des petites voitures, ensuite des plus grosses, jusqu'au camion. Et pour Mike, c'est la même rigueur. Chaque jour, il s'entraîne à déchirer des jeux de cartes. Mais concrètement, comment l'entraînement peut-il développer les muscles de notre mâchoire? Comme tous nos muscles, et notamment ceux de nos bras, les muscles de notre appareil masticateur sont composés de fibres. Des fibres rapides, qui nous donnent de la vitesse, des fibres lentes, qui nous permettent d'être endurants, et des fibres intermédiaires, qui sont neutres et capables d'évoluer pour s'adapter à l'entraînement auquel elles sont soumises. Grâce à l'entraînement, l'athlète qui tire la voiture a réussi à développer ce stock de fibres intermédiaires vers le développement de fibres à contraction lente et résistantes à la fatigue. Donc ces fibres lui permettent d'acquérir ces nouvelles performances de traction soutenue et importante. En clair, grâce à leur entraînement, Mike et Denis ont multiplié la quantité de fibres lentes présentes dans les muscles de leur mâchoire, qui sont devenues très fortes et très endurantes. Sachez qu'avec de l'entraînement, au bout de quelques semaines, nous pourrions nous aussi rivaliser avec nos champions. Mais attention, à moins de suivre un entraînement progressif et encadré, il vaut mieux éviter de faire la même chose à la maison. Si l'entraînement est essentiel, Mike et Denis ont aussi une astuce pour renforcer leur morsure. L'athlète qui tire la voiture positionne son système de traction au niveau des molaires, parce que c'est là où on développe le plus de force, au moment de la contraction musculaire. Tout simplement parce qu'on est plus près de l'axe charnière. C'est exactement le cas d'un casse-noisette. Lorsque vous cassez une noisette, vous avez intérêt à la mettre près de la charnière. C'est exactement ce qui se passe au niveau des mâchoires. Et ça n'est pas un hasard si nos dents les plus fortes, les molaires, sont placées à l'arrière, contrairement aux dents de devant, les incisives, qui servent uniquement à découper. Elles sont beaucoup trop faibles pour supporter de grosses pressions. Mais les molaires de nos champions sont-elles différentes des nôtres? Pour pouvoir serrer entre les dents, d'abord il faut avoir des dents qui s'engrainent les unes avec les autres correctement. Puisque l'efficacité de la mastication dépend du nombre de contacts occlusaux, c'est-à-dire entre les dents, qui existent. Il faut que l'occlusion soit harmonieuse pour pouvoir justement développer des forces de mastication optimales.
Autre information, si Mike et Dennis sont capables d'imposer de tels efforts à leurs dents, c'est surtout parce qu'elles sont en bonne santé. Leur émail dentaire est probablement plus épais que la moyenne et donc très résistant. Pour l'entretenir, il s'impose un régime alimentaire drastique. Contrairement à beaucoup d'entre nous qui abusent des bonbons, gâteaux et autres boissons acides et sucrées, eux se les interdisent. Pour bien comprendre comment ces aliments fragilisent notre émail, faisons une expérience. Plongeons 2 pièces de monnaie, l'une dans de l'eau, l'autre dans du soda, une boisson acide et sucrée. 12 heures plus tard, quand on les retire du verre, elles n'ont plus du tout le même aspect. La pièce qui était dans l'eau est restée très foncée. En revanche, celle qui était dans le soda a été littéralement décapée. C'est exactement ce qu'il se passe au contact de nos dents. Lorsque ce sont les dents qui sont soumises à de telles attaques acides, eh bien, l'émail se dissout progressivement et les dents deviennent très sensibles. Et en fait, à partir de là, on n'est plus capable de mastiquer de la même manière puisque les dents deviennent sensibles. Donc, on a un réflexe de protection qui fait que les forces masticatrices sont beaucoup moins intenses. Vous l'aurez compris, pour réaliser de tels exploits, nos champions sont astreints à un régime draconien. Pas d'aliments mous, pas d'acide, pas de sucre. Voilà les sacrifices quotidiens qui font d'eux des surhommes. Et maintenant que ces talents hors du commun n'ont plus de secret pour vous, voici une nouvelle question de notre jeu qui peut vous rapporter 3 000 €. Écoutez bien. Les muscles de la mâchoire qui permettent la mastication s'appellent réponse 1, les masséters, ou alors réponse 2, les mandibulaires. Pour jouer, c'est très simple, il suffit d'appeler le 36 26 ou bien d'envoyer 1 ou 2 par SMS au 74 600. Attention, vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Bonne chance. E=M6, c'est fini. On se retrouve bien sûr dimanche prochain. D'ici là, passez une excellente soirée sur M6. Au revoir.